Retour au débat de France 24. Il n'y aura donc pas de quatrième candidature Bayrou à l'élection présidentielle. Le maire de Pau s'est rallié aujourd'hui à Emmanuel Macron. Une alliance qui est en train de se dessiner entre les deux hommes. Ils se rencontreront demain, mais Emmanuel Macron a d'ores et déjà accepté la main tendue et il dit également faire sienne les 4 exigences posées par François Bayrou pour sceller cette alliance et notamment une loi de moralisation de la vie publique ou encore le respect du pluralisme politique avec l'introduction d'une dose de proportionnelle dans les élections législatives. On en parle avec nous aujourd'hui Judith Weintraub, journaliste politique au Figaro, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Henri Loret, éditorialiste au Télégramme et Alexis Massard, politologue spécialiste du centre et vous dirigez ESPOL, le European School of Political and Social Sciences, c'est rattaché à l'Université catholique de Lille. On en parlait juste avant la fin de la première partie du débat. Ce ralliement de François Bayrou aura-t-il un effet d'entraînement éventuellement sur d'autres personnalités à droite au sein de l'UDI? On le sait, c'est la fraction la plus importante du centre en termes d'élus, celle qui est restée jusqu'à présent fidèle à la droite parlementaire, également au sein des jupéistes. Alexis Massard, est-ce qu'il y a une possibilité que derrière François Bayrou, on le sait, il avait soutenu la candidature d'Alain Juppé lors de la primaire, d'autres personnalités, peut-être Dominique Bussereau, peut-être d'autres, qu'on sait proches historiquement du centre, puissent se rallier? Pourquoi ce missile, ce pauvre Dominique Bussereau qui vous a rien fait? Il y a déjà des ralliements qui se sont effectués. Les jeunes de l'UDI avaient déjà marqué leur préférence pour Emmanuel Macron. Certains parlementaires de l'UDI, je pense notamment au député maire de Valenciennes, avaient déjà fait ce ralliement. Donc certains peuvent suivre. Alors quelle sera l'ampleur? On ne peut pas le savoir parce qu'il y a aussi les enjeux des législatives qui sont derrière. Donc certains vont peut-être être un peu prudents. Par contre, ce qui est important dans ce qui vient de se passer aujourd'hui, pour l'efficacité, puisqu'on rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, du soutien de François Bayrou, c'est que François Bayrou sera efficace pour Emmanuel Macron s'il arrive à garder une certaine discrétion. C'est-à-dire qu'il apporte aujourd'hui quelque chose, une histoire politique et une identification d'un message centriste. Il ne faut pas non plus qu'il bascule en repoussoir en étant trop présent auprès d'Emmanuel Macron, qui lui a pour enjeu aujourd'hui de commencer à mettre en scène un peu le casting qui commence à se dessiner. Depuis le départ, Gérard Collomb, un des barons du PS, est à ses côtés. François Bayrou, aujourd'hui, c'est pas neutre, loin s'en faut. Mais c'est un peu mec parce qu'on attendait un ralliement des soutiens de Manuel Valls, par exemple, au lendemain de la primaire remportée par Benoît Hamon. Ça n'a pas du tout été le cas. Manuel Valls a mis immédiatement le holà pour que ses supporters restent groupés au sein du Parti socialiste, en vue sans doute de ses forces ultérieures pour peut-être prendre le parti ou sinon 2022. Manuel Valls jouait clairement l'après-présidentielle, partant du principe que Benoît Hamon avait aucune chance d'être élu. Donc c'est pour ça qu'il a essayé d'en garder un maximum. Même s'il y a eu quelques fuites, mais pas trop médiatisées, ça n'a pas été massif du côté des Valls. Oui, parce qu'il peut-être un mot de Frédéric Dabi. Ce que vous dites est très juste s'agissant des élus. Il y a eu très peu de députés, mais s'agissant de ce qui est peut-être le plus massif, le plus intéressant à suivre les électeurs, on voit très bien, si on a dans le rolling IFOP fiducial un Benoît Hamon autour de 14%, 2 fois moins que le score de François Hollande du 22 avril 2012, c'est parce qu'il y a une vraie difficulté, d'une part, de Benoît Hamon à rassembler son électorat naturel, à savoir l'électorat socialiste de François Hollande 2012. Il en prend à peine 35-36%, une part strictement équivalente à celle que prend Emmanuel Macron. On voit très bien cette difficulté à gauche. Jean-Luc Mélenchon a du mal à rassembler son électorat naturel parce que Benoît Hamon, à gauche du centre de gravité du PS, le gêne, l'asphyxie à la gauche de la gauche, mais en même temps, et c'est cette sorte de tectonique des plaques, on voit très bien Emmanuel Macron de plus en plus occuper cet espace hollando-valsiste, si je puis dire, où on voit un Benoît Hamon qui a des vraies difficultés de ce point de vue-là et qui est très loin du deuxième tour. Sauf que là, on a beaucoup parlé de l'apport éventuel de voix de droite ou de voix centristes plutôt que pourrait fournir à Emmanuel Macron la proposition d'alliance, parce que c'est interdit de parler de ralliement de François Bayrou. On n'a pas mentionné les réactions de joie chez Benoît Hamon et chez Jean-Luc Mélenchon qui disent voilà, preuve est faite que Emmanuel Macron, c'est un candidat de droite, c'est pas un candidat de gauche, c'est ce qu'on vous disait depuis le départ. Et cette déperdition peut être aussi très grave pour lui. Oui, un candidat de droite, mais qui avait quand même soutenu François Hollande. Donc, je veux dire, après tout, tout ça, je ne sais pas comment cette maïotique, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que l'arrivée de Rugy et de Bayrou
c'était quand même un être très dépeuplé, hein, politiquement, aujourd'hui. Très isolé, très isolé. président Macron. Très isolé. Et je trouve que, voilà, si les personnages arrivent, alors Gérard Collomb, bien sûr, il est là, mais en même temps, il est là, mais c'est pas quelqu'un de très charismatique. Personnellement, il n'est pas très connu. Oui, et puis c'est pas Richard Ferrand qui non, bien sûr. Donc c'est vrai que ce sera nécessaire, et c'est à ce moment-là qu'on verra, effectivement, à travers vos rowling, comment cette tentative d'alliance, parce qu'en vérité, c'est une tentative d'alliance, on va voir. Moi, je trouve que ce qu'apporte quand même Bayrou, c'est une certaine idée de la morale publique. S'il y a un terrain sur lequel, jusqu'à présent, il n'a pas été pris, c'est la morale publique. Après, on peut les affaires, quoi. Oui, les affaires, parce que parler de morale s'agissant de quelqu'un qui se contredit à ce point-là, c'est non, ça c'est autre chose, ça c'est la politique. C'est aussi de la morale. Oui. En tout cas, vous parlez de ralliement, c'est effectivement le deuxième de la journée pour Emmanuel Macron, puisque lui avait promis de soutenir coûte que coûte le vainqueur de la primaire du Parti socialiste et de ses alliés. C'était quand il était lui-même candidat. Et bien aujourd'hui, François de Rugy s'est dédié. Il dit aujourd'hui privilégier la cohérence sur l'obéissance. Ce sont ses termes. Il appelle donc à voter Emmanuel Macron. Écoutez. Dans le dernier débat de la primaire, lorsqu'on a été interrogés les uns et les autres par rapport à Emmanuel Macron, beaucoup de candidats, notamment socialistes, avaient été très durs avec Emmanuel Macron. Moi, j'avais dit il faudra discuter avec lui, alors que je voyais bien les divergences insurmontables avec Jean-Luc Mélenchon. Donc ça me conduit aujourd'hui à en tirer les conclusions. Et donc je choisis de m'engager dans la recomposition politique qui a été lancée par Emmanuel Macron. Ça peut faire bouger des voix, ça, Frédéric Dabi? Il faut être extrêmement prudent. En tout cas, en termes de notoriété, François de Rugy a bénéficié d'une forte visibilité au mois de janvier, mais ça reste une personnalité peu connue des Français et qui pèse, si je puis dire, infiniment moins que François Bayrou. Mais symboliquement... symbole quand même. Symboliquement, alors qu'il y a toutes les chances que pour la première fois depuis 1969, il n'y ait pas de candidat écologiste à l'élection présidentielle et qui ait ce ticket Hamon-Jadot, le fait que Emmanuel Macron puisse dire « j'ai François de Rugy » qui a plutôt crevé l'écran, si je puis dire, dans les différents débats avec une écologie responsable, de la quotidienneté, raisonnable, ça peut lui permettre de aussi le positionner un peu plus à gauche par rapport à ce que Judith disait sur le fait avec laquelle je suis assez d'accord. Certes, il y aura du vote utile qui peut bénéficier à Emmanuel Macron, mais Bayrou, ça peut être vu comme la preuve que Emmanuel Macron est bien de droite, mais aussi la preuve qu'il est bien de gauche. Donc c'est une manière pour lui de rééquilibrer les choses, c'est plutôt une belle prise. Parce qu'il faut quand même préciser, on a dit l'état des troupes assez pathétique de François Bayrou, n'empêche que François Bayrou reste le propriétaire de la marque centriste. Jean-Louis Borloo s'est retiré de la vie politique. Jean-Christophe Lagarde, à la tête de l'UDI, a beau maintenir le machin, tant bien que mal, il n'incarne pas. D'une seule pièce. Il y a Ramayad qui est candidate. Vous pensez que Ramayad incarne le centre aujourd'hui pour les électeurs? Elle souhaite l'être. Je parlais d'incarnation. Le propriétaire de l'étiquette, le propriétaire de la marque, c'est quand même François Bayrou. On attend peut-être d'autres ralliements pour Emmanuel Macron dans les prochaines semaines. Est-ce que vous avez éventuellement des indiscrétions, des éléments là-dessus? Est-ce que du côté de l'Élysée ou du gouvernement, certains vont bouger? On attendait Ségolène Royal, ça s'est toujours pas réellement matérialisé. Non, elle a même changé de discours. Elle a tenu... Oui, après l'Algérie, elle a pas mal attaqué Emmanuel Macron. Et puis c'est prématuré, je pense. François Hollande va-t-il à un moment faire état publiquement de sa préférence? Est-ce que ce sera un cadeau pour le préféré? Pas forcément d'ailleurs, oui. Est-ce que Macron le souhaite? Oui, la réponse est déjà... parce qu'on est quand même sur une élection présidentielle incroyable où il n'y a pas de sortant, même si on veut accoler l'étiquette de sortant à Emmanuel Macron. Il n'y a plus de bipolarisation. Ça contribue à dépassionner le débat, d'après vous? Je pense pas. Je pense que la passion est là et on est sur une campagne extrêmement dure. On voit comme les affaires, aussi bien au Front National que du côté de Fillon, structurent la campagne et l'empêchent de se déployer véritablement. Elle est d'autant plus dure que le fond est très absent. Oui, on ne parle pas de fond. Depuis les ennuis judiciaires de François Fillon, on ne parle quasiment pas de fond. Là, il y a eu une esquisse de débat sur la santé pendant les primaires et à gauche comme à droite. Il y a quand même des identités très polarisées, des candidats Hamon et Fillon, qui dégagent d'autant plus d'espace pour le centre. Parce que tous les deux sont quand même sur des franges bien marquées de leur famille politique. Oui, mais à centre lui-même écartelé. Oui. Mais enfin, c'est une opportunité historique pour le centre. Depuis 1974 et l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, est-ce qu'on a vu pareille configuration?
C'est vrai qu'elle est idéale parce que la bipolarisation a clairement disparu depuis les scrutins intermédiaires du quinquennat. On a un affaiblissement relatif des représentants des partis de gouvernement pour des raisons différentes. Hamon, Fillon, il y a quand même une histoire, un récit que nous font les Français sur 2 quinquennats ratés, celui de droite de Nicolas Sarkozy, celui de gauche de François Hollande. Tout ça plaide pour une place pour un positionnement ni gauche ni droite, et gauche et droite nettement plus facilement que dans des élections précédentes. Sauf qu'on peut obtenir exactement le même raisonnement au profit de Marine Le Pen. Ah, mais tout à fait. Il y a l'extrême droite et l'extrême centre. Alors, Marine Le Pen, et ça c'est aussi la nouvelle du jour, puisque 2 de ses proches étaient aujourd'hui entendus, placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête qui porte sur des emplois présumés fictifs. Tous 2 donc soupçonnés d'avoir été employés frauduleusement comme assistants parlementaires de Marine Le Pen dans ses fonctions d'eurodéputé. La garde à vue s'est terminée, sans conséquence à l'heure qu'il est pour le garde du corps de Marine Le Pen. En revanche, sa chef de cabinet, elle, est mise en examen. Est-ce que cela risque d'avoir une incidence sur la suite de la campagne, Judith Weintraub? Déjà, il faut voir les suites proprement judiciaires de l'affaire. Normalement, dans une affaire d'emploi fictif, il y a l'employé, puis il y a l'employeur. Alors, est-ce que Marine Le Pen va être entendue? C'est probable. Poursuivie? Je n'en sais rien. Le même raisonnement que François Fillon tente d'appliquer, toutes choses égales par ailleurs, en disant on ne peut pas, la justice ne peut pas interférer avec un processus démocratique aussi près du scrutin, peut être tenu par Marine Le Pen. Et on la voit très bien d'ailleurs brandir ce genre de discours. Est-ce que plus largement, ça peut avoir une influence sur l'électorat du Front National? Est-ce que ça peut entamer son socle électoral? Qui a l'air parfaitement indifférent aux affaires, aux accusations. Je crois le contraire. Vraiment. Surtout que c'est de l'argent européen qui a été détourné. Oui, 340 000 € que lui réclame d'ailleurs le Parlement et qu'elle refuse de payer. C'est de l'argent européen pour les électeurs du Front National. Si vous voulez, l'Europe... C'est l'argent du diable. Bon, non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est de l'argent, c'est l'Europe qui a payé. L'Europe, c'est Satan, donc c'est très bien. Et puis, manifestement, ça n'a pas beaucoup d'influence, d'impact sur l'électorat du Front National. Moi, je pense même que ça renforce complètement le discours, le fond de sauce du discours de Marine Le Pen. Qui dit bénéficiaire d'argent public dit a priori... quelle est la personne finalement qui a payé ses salaires? Est-ce que Marine Le Pen, elle, peut être menacée par la justice? Écoutez, si effectivement sa secrétaire est mise en examen, une fois de plus, c'est emploi fictif. Oui. Alors, effectivement, comme disait Judith tout à l'heure, elle est l'employée, mais il y a eu un employeur. Donc, et elle n'a pas conditionné, un éventuel retrait à une mise en examen comme l'avait fait... Alors, quel est l'employeur? Quel est l'employeur? C'est la vraie question. Sur le plan judiciaire, quel est l'employeur? Ça, la question. Est-ce qu'on remonte au donneur d'ordre qui est l'Europe? Est-ce que c'est Marine Le Pen, Escalité, qui l'a déclaré, etc. Avant de se prononcer là-dessus, une fois de plus, franchement, je n'ai pas l'impression que ça aura le moindre incidence sur l'électorat. C'est votre sentiment, Frédéric Dabi, vous qui sondez évidemment les Français sur leur vote, et notamment les électeurs du Front National? Oui et non. Oui, parce qu'on voit bien dans notre rolling quotidien que l'électorat FN est à la fois le plus certain d'aller voter, le plus mobilisé et le plus sûr de son choix. Et c'est exactement le même schéma que lors des élections européennes. 2 élections très très différentes, mais on avait un rolling tous les jours et on voyait très bien dans un contexte de forte abstention, une très forte remobilisation du Front National et une vraie certitude de choix. Ce qui me frappe quand même sur la sûreté du choix, on a des scores pour le Front National qui sont moins forts que dans d'autres élections. Il y a une porosité non négligeable Fillon-Le Pen des deux côtés. Et imaginons un François Fillon qui va être désormais instrumentalisé par les électeurs de droite pour essayer d'avoir cette alternance. Un François Fillon qui va beaucoup parler de régalien, parce que sur l'économie et le social contenu de l'affaire, ça sera difficile de demander beaucoup d'efforts aux Français. On pourra lui rétorquer des choses concernant son affaire. Ce régalien pourrait faire revenir au bercail des électeurs de droite passés au Front National, même si pour l'instant la tendance lourde dans cet océan d'incertitude, le pôle de stabilité, c'est quand même le Front National et une quasi-automaticité, mais attendons le vote, une quasi-certitude d'une Marine Le Pen au 2e tour.
Bon, dans cet océan d'incertitude que vous nous décrivez sur la rive gauche, on en a peu parlé, mais Benoît Hamon et Yannick Jadot sont engagés dans des discussions en vue de parvenir à un accord. L'objectif, c'est le désistement avant même le premier tour en sa faveur du candidat d'Europe Écologie Les Verts, donc Yannick Jadot. Benoît Hamon y croit, Jadot un peu moins ces dernières heures. Écoutez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une série de responsables du Parti socialiste qui ne veulent pas d'accord avec les écologistes, qui veulent piéger Benoît Hamon dans la vieille machine socialiste en lui disant « c'est bien, t'as gagné, mais maintenant, il faut que tu redeviennes sérieux ». Mais vous voyez bien qu'ils veulent sa défaite. Moi, je pense qu'il y a une série... François Hollande. Mais je pense qu'il y a une série de responsables socialistes aujourd'hui qui ne digèrent pas le fait que Benoît Hamon ait gagné de cette manière la primaire sur une ligne politique en rupture par rapport avec celle du quinquennat. Un accord qui, au bout du compte, irait piocher quelques mesures dans le programme de Yannick Jadot juste pour plaire aux Verts. Je veux incarner un nouveau paradigme qui fait converger ce qu'est la tradition de la gauche en matière de justice sociale et de solidarité et ce qu'est la tradition de l'écologie politique. Cet accord avec les Verts, il sera bouclé en fin de semaine, oui ou non? Simplement, et après on avance. Je suis confiant et optimiste. Alors, est-ce qu'on est vraiment tout proche d'un accord? Est-ce qu'on essaie de faire monter les enchères? Ou est-ce qu'il y a des vraies résistances? Il semblerait qu'il y ait des vraies résistances. Et en plus, ce qui est toujours intéressant avec les Verts, c'est que vous connaissez leur processus démocratique. Il peut très bien y avoir un accord entre Benoît Hamon et Yannick Jadot qui soit dénoncé par les 17 000 adhérents de EELV qui votent. Ils ont déjà prouvé qu'ils préféraient la pureté de leurs idées aux compromissions du pouvoir en choisissant par exemple Eva Joly comme candidate à la présidentielle de préférence à Nicolas Hulot. Ils peuvent très très bien recommencer. Ouais, c'est tout à fait possible. Est-ce que, alors là aussi, qu'est-ce que ça change concrètement, un retrait de Yannick Jadot? Ça permet vraiment à Benoît Hamon d'entrevoir une possible qualification en vue du second tour? Non, on en est loin. mais déjà, je trouve qu'il y a un effet quand même dévastateur sur la campagne de Benoît Hamon. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne présidentielle? C'est un candidat qui dialogue avec les Français, qui déploie... Et là, c'est de la négociation d'appareil. Qu'est-ce qu'on voit depuis 3 semaines avec le vrai faux coup de fil à Jean-Luc Mélenchon, le répondeur, et là, ça fait 1 semaine et demie. Non, mais c'est très très gênant. D'ailleurs, on voit très bien dans notre rolling, beaucoup de personnes se sont gargarisées de la baisse de 1 point, 1,5 point d'Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs regagné. Mais sur la longue durée, on a un Benoît Hamon qui est passé de 17-18 à 13-14%, parce qu'il n'a pas encore, je dirais, endossé l'habit du candidat à la présidentielle, qui, traditionnellement, n'est pas dans une logique d'accord partisan pour les élections législatives. Martine Aubry l'avait fait bien avant la dernière ligne droite de la campagne pour le PS en 2012, mais il est relativement inaudible. Maintenant, dans les enquêtes, Yannick Jadot est entre 1 et 2%. Ce n'est pas une logique de gâteau où c'est 1,5 ou 2% va aller directement chez Benoît Hamon. Avec le ralliement de François de Rugy, ça peut changer les choses. Le bénéfice sera relativement mineur, même si ça peut permettre une sorte de revival d'union de la gauche et de la gauche plurielle, suivant toute une série d'élections où la gauche a été complètement divisée. Alexis Massard, des discussions d'appareil, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un leader du MJS, mais on n'a pas encore vraiment le candidat socialiste. Non, mais là, il n'est clairement pas encore rentré dans le rôle de patron. Parce que, oui, il serait plus que temps, mais c'est ça qui est attendu dans tout parti politique. Alors, dans un parti politique de gouvernement, il faut qu'à un moment, celui qui a l'investiture soit en capacité de taper du poing sur la table en disant maintenant, on y va. Et là, c'est absolument pas le cas. Ça vient de dire, ça fait 10 jours qu'ils discutent pour gagner 0,5, 1% éventuellement. Oui, enfin, ça ne se joue pas simplement en points. Il y a aussi un enjeu face à Jean-Luc Mélenchon qui essaye depuis quelques temps de se repeindre en vert. Sur ces négociations avec Mélenchon, parce qu'on savait dès le départ que Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune envie de se retirer. J'ai pas du tout compris, parce que il me semble bien que Jean-Luc Mélenchon a dit clairement qu'il voulait tuer le PS. Alors, Est-ce qu'il n'y a pas eu l'envie il n'y a pas eu l'envie de jouer le Parti communiste via les accords électoraux pour faire pression sur le candidat et d'une certaine manière dévitaliser Jean-Luc Mélenchon du parti qu'il portait à la présidentielle? Combien de divisions là encore? Et puis c'est quand même des choses... C'est un peu plus de 10%. Vous parlez du Parti communiste? Oui. Ah bah oui, mais c'est les militants de terrain, c'est eux qui traquent sur les marchés. Oui, certes, mais... Enfin, le problème, c'est que ça ne parle pas du tout aux électeurs qui n'entendent pas la campagne du tout de Benoît. Il n'y a pas de souffle de campagne, il n'y a rien pour le moment. C'est celui qui est perçu comme maintenant une des moins bonnes campagnes avec François Fillon. Non, ça lui est suffisamment reproché d'ailleurs à gauche pour qu'on n'ait pas insisté là-dessus. Enfin, j'allais dire que ça s'entend.
Mais... Alors qu'il avait fait une bonne campagne pour les primaires. Oui. On sentait qu'il avait vraiment bien bossé les choses, et plus que d'autres. Mais paradoxalement, le fait d'avoir gagné la primaire l'a remis dans une posture un peu différente, où il n'a plus cette dynamique telle qu'il pouvait avoir. avoir. Le revenu universel, on n'en entend plus parler. Non mais, attendez, ça l'a quand même énormément porté. On disait, à gauche. On disait, surtout après la primaire de droite et les presque 4 millions et demi de Français qui sont allés voter, on disait, ça y est, les primaires, maintenant, c'est gravé dans le marbre, on n'y reviendra plus dessus. Est-ce qu'on peut toujours en être aussi certain aujourd'hui ? Est-ce que les primaires, véritablement, elles ont fait leurs preuves, ou est-ce que là, on n'assiste pas quand même aussi à un problème de présélection des candidats? On parlait des primaires américaines ou françaises? Non, on parle des primaires françaises. Et les primaires, la primaire, c'est un système par défaut. C'est quand aucun leader ne se dégage de façon indiscutable et naturelle dans un camp. En 95, la première fois, lorsque le PS n'avait plus été... Charles Pasqua qui l'avait évoqué. Quand en décembre 94, Jacques Delors dit non, il n'y a plus de candidat, il faut trouver une solution. Oui, et puis Charles Pasqua l'avait évoqué pour trancher le différend Balladur-Chirac, lorsqu'il était à l'époque du RPR. C'est plus un produit des circonstances qu'un choix de religion. Il n'y a pas une religion des primaires en France, en tout cas. Et sur la foi de ce qui vient de se passer à gauche comme à droite, la question que vous posez, elle mérite d'être effectivement étudiée, parce que je ne sais pas si la gauche et la droite, je ne sais pas ce qui va se passer de toute façon, mais dans 5 ans ou dans 4 ans et demi, auront intérêt à nouveau rentrer dans ce processus de primaire. S'il y a encore une gauche et une droite, on va peut-être assister aujourd'hui à la création d'un nouveau paysage politique avec le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron. Sur un deuxième tour Macron-Le Pen, en fait, les vainqueurs des primaires ne seront pas qualifiés pour le second tour. Voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce débat. Merci à vous, Judith Weintraub. Merci également à Alexis Massard, à Henri Loret et à Frédéric Dabi. Restez avec nous tout de suite, c'est l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Merci. Un œil sur les médias, c'est l'actualité du net, donc vue par Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour, on l'a dit, François Bayrou n'est donc pas candidat à l'élection présidentielle. Il a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Qui a accepté d'ailleurs son offre, c'est ce qu'il précisait dans la soirée. Après 2002, 2007 et 2012, François Bayrou jette donc l'éponge. Il n'entrera pas dans le jeu pour 2017. On aurait toutefois pu penser le contraire dans l'après-midi, notamment où le site Bayrou, voilà ce qu'il avait laissé planer le doute en mettant ce slogan. Et puis, suivez la campagne. Alors la campagne sera donc... La campagne, mais c'est vrai que ça avait mis un petit peu le doute dans l'après-midi. Alors la campagne sera donc désormais avec Emmanuel Macron, les deux hommes qui s'étaient rencontrés il y a quelques jours, laissant justement planer le doute sur ce rapprochement éventuel, même si, rappelons-le, François Bayrou a soutenu Alain Juppé pour la primaire à droite et qu'il n'a pas été un des partisans de la première heure d'Emmanuel Macron, c'est moins que l'on puisse dire. Voilà ce qu'il tweetait en septembre à propos de son positionnement. Il ne suffit pas de dire qu'on n'est ni de droite ni de gauche pour être centriste. Il critiquait aussi le fait que Macron était selon lui le candidat des forces de l'argent. Il lui reprochait ensuite d'avoir un projet de société identique à celui de Nicolas Sarkozy en 2007, qui n'avait pas été soutenu par François Bayrou, de le rendre aussi responsable de la politique économique de François Hollande, qu'il avait pourtant soutenu personnellement en 2012. C'est cruel, vous mettez un tweet et il reste. Comme on dit, exactement. Et il y en a eu beaucoup. Je vous ai fait qu'une petite sélection. Il dénonçait aussi plus récemment son programme, ou plutôt son absence de programme. Je n'y ai pas trouvé beaucoup de substance. Il a donc vraisemblablement changé d'avis. Et du coup, il est perçu par de nombreux internautes comme tout simplement une girouette. À chaque élection, il choisit un nouveau candidat ou cet autre internaute. Encore, on cherche en vain la colonne vertébrale. Cela explique la souplesse de son positionnement politique, ou même celui-ci, un coup à droite, un coup à gauche, toujours dans le sens du vent ou du futur ministère proposé. Voilà un homme de conviction. Ironie de cet internaute. Au contraire, pour celui-ci, c'est un choix sensé pour un homme d'honneur dont l'intégrité force l'admiration. Une décision sage aussi pour cet autre twitto, puisque c'est la meilleure décision selon lui, pour ne pas favoriser le FN. C'est aussi le sens de cet édito de Bruno Roger Petit, car pour lui, il rappelle que François Bayrou avait 10% environ d'intention de vote en décembre dernier. Il était actuellement à 5-6% et sa candidature aurait, selon lui, vraisemblablement desservi Emmanuel Macron et privilégié un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon. Le Front National, qui ne s'est pas
dit surpris par cette décision de François Bayrou. Pour Florian Philippot, c'est assez logique qu'il soutienne le ministre et l'héritier de Hollande. Cohérence aussi pour le porte-parole de François Fillon, Thierry Solère, Macron étant l'héritier du hollandisme. Pour Amayad, eh bien, la décision de François Bayrou lui permet d'être l'unique incarnation et la seule candidate du centre. Et puis, il y a eu aussi cette réaction de l'écologiste François de Rugy qui a annoncé ce matin son ralliement à Emmanuel Macron, qui lui, sans surprise, a salué le courage de François Bayrou. Politique française toujours, on l'a vu, les taux se resserrent autour de Marine Le Pen.